Ce soir, Gilles Kepel, professeur d'université, directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École normale supérieure notamment. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Nous sommes au lendemain de la première journée de cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Et si l'on peut se retourner sur ces 11 jours de conflits sanglants, les plus meurtriers depuis quelques années, diriez-vous d'abord qu'on a assisté à une opération d'un type nouveau dans la région ? Nouveau, pas tant que ça, non, puisqu'on avait déjà vu des opérations de ce type, notamment la dernière en 2014, où il y avait eu des violences qui avaient duré beaucoup plus longtemps, cette semaine. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que c'est la première fois que ça se produit dans le contexte qui s'est ouvert l'année dernière, à savoir les accords d'Abraham. Et beaucoup d'observateurs avaient estimé, peut-être un peu rapidement, que, au fond, le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien était complètement encalaminé, si j'ose dire, et que maintenant, c'était plus ça l'enjeu, c'était plutôt le conflit entre sunnites et chiites, ou entre sunnites eux-mêmes, et qu'au fond, Israël pouvait dormir sur ses deux oreilles. Alors là, on a vu à l'occasion d'une crise de gouvernance en Israël terrible, puisque Bibi Netanyahou expédie les affaires courantes et espère être de nouveau Premier ministre, parce que sinon il risque de se retrouver en prison s'il est jugé coupable des accusations de prévarication contre lui. On est aussi dans une crise terrible de l'autorité palestinienne, puisque Mahmoud Abbas a dû reporter des élections parce qu'il allait les perdre, probablement. Et puis aussi parce que le Hamas a décidé, d'une certaine manière, de jouer son avantage et de lancer sur Jérusalem, à partir du 10 mai, qui est le jour, ce qu'on appelle le jour de Jérusalem dans l'État hébreu, c'est-à-dire on célèbre la réunion sous la houlette d'Israël, de Jérusalem Est et Ouest. Et donc, à la suite d'un certain nombre de violences sur l'esplanade des mosquées, l'esplanade El-Aqsa, au moment où le Ramadan finissait en plus, donc c'est un moment très symbolique et un lieu très symbolique. Donc, une répression assez vive de la police israélienne contre des manifestants palestiniens. En même temps, tentative d'expulsion par voie juridique de Palestiniens habitant dans le quartier de Sheikh Jarrah, qui est un quartier arabe d'Israël à côté de la muraille. Et donc ça a suscité beaucoup d'émotions. Et Hamas s'est emparé de cette affaire pour lancer en tout plus de 4000 missiles depuis le début, pendant les 11 jours que vous avez évoqués, sur Israël, contraignant le Parlement israélien à s'arrêter dans session et tous les députés à aller aux abris, etc. Et puis surtout, donc montrant sa résilience, ses capacités de résilience. Et puis surtout, ce qui est très nouveau, c'est que il y a eu des violences assez graves en Israël même, entre la population arabe israélienne et la population juive, dans les villes dites mixtes, comme Lod, comme Haïfa et autres. Et ça a suscité également beaucoup de craintes d'une déflagration plus grande. Et ça s'est produit dans un moment particulièrement intense, et là aussi très nouveau par rapport au cadre finalement ancien, c'est que pour former le nouveau gouvernement israélien, il y a 10 députés arabes sur 120 députés à la Knesset, arabes israéliens, et jusqu'alors ils étaient toujours dans une position, disons, antisioniste de non-participation. Et cette fois-ci, le chef des islamistes arabes israéliens, Mansour Abbas, à ne pas confondre avec Mahmoud Abbas, c'est pas le même, a dit après tout, moi je veux bien négocier avec Netanyahou pour lui permettre d'avoir les 61 députés avec mes 4 députés. Puis finalement, il a dit non, il s'est tourné vers l'autre groupe qui conteste le Netanyahou, avec une espèce de pot pourri de parti centre-gauche, d'extrême droite, de dissidents Netanyahou. Il s'est dit, moi je veux bien avec lui. On s'est retrouvé avec cette situation hallucinante où un député islamiste allait être celui qui faisait la politique israélienne et qui allait décider du choix du Premier ministre. Et il faut bien voir ce contexte, là, si vous voulez, c'est-à-dire un nouveau rôle des Arabes israéliens, tant sur le plan politique que dans les quartiers mixtes, avec les émeutes qu'il y a eu dans les deux sens, avec des lynchages d'un côté, des synagogues brûlées et autres lynchages de l'autre. Donc ça s'est monté assez rapidement, avec d'ailleurs beaucoup d'échos ici et des inquiétudes ici.
au moment où, en même temps, il y a cette nouvelle politique menée au Parlement par les Arabes israéliens. Du coup, depuis, l'opposition à Bibi Netanyahou a dit non, on ne veut plus s'allier avec lui. Ce qui fait que Netanyahou ressort finalement actuellement assez renforcé de cette affaire, puisque s'il n'y a pas d'accord, il y aura des élections dans quelques mois, les 5e en très peu de temps. Il reste Premier ministre, donc il est sûr de ne pas aller en prison entre-temps. Et Hamas, lui, apparaît comme un peu le vainqueur de l'opération parce qu'il s'occupe de Jérusalem. Le Mahmoud Abbas et le Fatah sont plus audibles, si vous voulez. Donc le paradoxe, c'est que Bibi Netanyahou d'un côté et le Hamas de l'autre tirent les marrons du feu. Pas de vaincu, pas de vainqueur. Une médiation par voie égyptienne acceptée. L'Égypte qui a toujours un rôle important, ou officieux ou officiel, qui là clairement a poussé aussi à la résolution assez rapide de ce conflit. Oui, ça a été. Alors l'Égypte est l'un des acteurs dans cette partie qui est. Le maréchal Sissi a utilisé cela justement pour se rendre indispensable aux yeux de Washington. Alors que Washington considérait l'Égypte comme un pays avec lequel on maintenait des relations un peu distantes à cause de problèmes de droits de l'homme, du coup ça a été oublié. Et ce qui est très frappant aussi, c'est que la politique Biden est aujourd'hui confrontée à un très grand dilemme dans la région. Parce que d'un côté, Biden a dit il faut réintégrer l'Iran dans le jeu. Du reste, l'Iran a été très peu actif dans cette affaire. Ils n'ont pas fait beaucoup de surenchères. Le Hezbollah... Applaudissant quand même oui, bien sûr. Mais le Hezbollah Hamas, ne s'est pas manifesté. Il y a eu juste des attaques. Alors, même s'ils ont fourni une partie, certainement les missiles, la logistique, etc. Mais ils ont surtout formé les ingénieurs du Hamas qui les font sur place. C'est pourquoi les Israéliens ont annoncé cette fausse nouvelle que les chars allaient entrer pour que tous ces ingénieurs se réfugient dans des tunnels qui ont été immédiatement ciblés et ça a tué beaucoup de monde. Mais Biden est pris dans ce dilemme. Si vous voulez, à la fois, il ne peut pas remettre en cause les accords d'Abraham entre Israël, les Émirats, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, parce que au fond, aux États-Unis, c'est très populaire, mais en même temps, les accords d'Abraham ont été faits pour isoler l'Iran. Et il veut réintégrer l'Iran dans le jeu international. Vous voyez. Donc tout ça, aujourd'hui, ça donne le sentiment d'une forme de difficulté de l'administration Biden à avoir une politique moyen-orientale qui soit bien claire et déchiffrable. Leur réaction américaine a d'ailleurs été assez prudente. Ils ont laissé l'offensive israélienne aller à son cours. Voilà, et empêcher au début les résolutions de l'ONU, signe de leur malaise, je pense. Un dernier mot, Gilles Kepel, sur un sujet d'importance. Ce qu'en dit le ministre de la Défense israélien de tout cela, Benny Gantz, si nous ne passons pas à l'action diplomatique rapidement et de manière avisée, cette opération restera une nouvelle série de conflits qui sera suivie d'une autre, ça ne s'arrêtera jamais. Oui, ça va se reproduire. Et évidemment, c'est ce que je vous disais à propos de la politique globale de l'administration Biden. Alors pour l'Union européenne, votre invité suivant vous dira tout ce qu'il faut qu'on sache. Oui. C'est justement le pari de Biden, je pense, c'est d'arriver en mettant l'Iran dans le jeu, à faire en sorte que l'Iran ne soit plus le soutien d'un Hamas radical, mais d'une certaine manière s'implique dans la résolution globale du conflit, si vous voulez. Et ça soit amené à un certain nombre de concessions. Et ça, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux, mais l'Iran n'a pas complètement les mains libres, est très affaibli par les sanctions. La population en a marre. Il va y avoir des élections dans 2 mois, présidentielles, même si c'est le guide qui commande, néanmoins c'est un signe. Et comme je vous le disais à l'instant, le fait que le Hezbollah, depuis le Liban sud, n'a pas participé du tout, parce que par exemple en 2014, ça tirait de tous les côtés. Israël était pris dans la vision iranienne entre l'enclume de Gaza et du Hamas et le marteau de Hezbollah et du Liban sud. Là, ça ne s'est pas produit. Donc c'est peut-être aussi dans le jeu de relations internationales, c'est un signe qu'il faut également décrypter.